Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, votre feuilleton préféré sur le sport local. Dans ce 4e épisode de la saison 3, il y aura comme d'habitude des analyses, des débats et des duels acharnés entre nos experts sur différents thèmes pendant près d'une heure. Aujourd'hui, 4 super-héros du sport local sont présents sur ce plateau. Présentation en musique. On commence à ma droite par l'un des pères fondateurs de cette émission. Si on devait le comparer à un super-héros, ce serait sans nul doute possible Flash. Il est aussi rapide que lui sur son vélo de compétition, une vitesse qui lui permet d'engranger les médailles mondiales en cyclisme sur piste dans la catégorie Masters. Le capitaine Yann Dujarrier est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Mickaël. Bonjour Yann, vous allez bien? Très bien. Alors on a un petit cadeau pour vous. Regardez cette petite photo qui va apparaître à l'écran. Voilà, Flash. Merci. C'est un personnage que vous affectionnez? Tout à fait. Je suis pas fan de Marvel, mais c'est un. On est tombé juste. Ouais, tout à fait. Vraiment, encore une fois. Comme avec la musique où Queen est un de mes groupes favoris. Voilà, tout est fait pour vous sur cette émission, Yann. On passe de l'autre côté, musique. C'est une légende de ce talk qui nous vient tout droit de l'étoile sportive de Trappes. Si on devait le comparer à un super-héros, une figure nous vient tout de suite en tête. Ce serait Iron Man, le super-héros qui arrive à sauver le monde grâce à son armure. Ladies and gentlemen, Mustapha Larbaoui est avec nous. Bonjour Mustapha, comment allez-vous? Bonjour. Je vais très très bien, surtout quand l'émission commence comme ça. Si on devait vous qualifier, vous, par contre, c'est qu'effectivement, vous arrivez à nous trouver tous ces superlatifs à chaque fois, et ça change à chaque fois, et pourtant, ça nous positionne. Donc, nous, on aime bien, ne changez rien. On peut même en rester là, d'ailleurs. C'est mon super pouvoir. Exactement. Alors, on est forcément en période d'Halloween en ce moment, et on a retrouvé le costume que vous avez porté le 31 octobre dernier. Mustapha, on va le regarder, voilà. Voilà, c'est vous. Ouais, non, mais il y a des photos qui fuitent un petit peu de temps en temps sur les réseaux sociaux. Mais je vois ça, mais c'est le propre des réseaux sociaux, c'est effectivement de fuiter. On repasse à ma droite, musique, qui nous vient tout droit du club de football américain des Templiers d'Elancourt, club dans lequel il est directeur sportif, comme le personnage de Thor. Il arrive à allier force physique et force mentale pendant les matchs de foot US pour renverser des situations périlleuses et mal engagées. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Alors c'est toujours un immense plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Moi de même. Alors pour vous aussi, voilà, on a un petit cadeau, une petite photo à vous proposer. On va la regarder justement à l'écran. Voilà, Thor. Est-ce que ça vous correspond bien, très Thor? bien. Très réaliste. Pareil, personnage que vous affectionnez? Ah, j'aime bien aussi. Voilà, vous êtes un peu notre Thor sur cette émission. On termine ce tour de table à ma gauche. Musique qui nous vient du rugby club de Versailles. C'est un petit nouveau dans cette émission, mais ne vous fiez pas à son apparence. Dans les duels, il va se transformer en Hulk pour remporter les débats face à ses adversaires. Mesdames et messieurs, le gaillard Pierre Chevalier, membre du bureau du rugby club de Versailles, est avec nous pendant 1 heure pour cette émission. Bonjour Pierre. Salut Mickaël, salut à tous. Alors, vous êtes le petit nouveau de cette aventure. On a un cadeau de bienvenue justement pour vous. On va regarder tout de suite ce petit cadeau. Voilà, le Hulk. Donc ça, vous êtes prévenus en tout cas autour de cette table. Il est très difficile à battre en duel. Le petit bleu qui devient vert en fait. Exactement. Vert de rage. C'est le plus vraisemblable de nous 4. Je sais pas comment je le prends, mais Bien. Alors avant de passer au programme de l'émission, j'aimerais qu'on parle rapidement de la très belle performance du club de Vélizy 78 au dernier championnat du monde Masters qui se sont déroulés aux États-Unis début octobre, et notamment de vous, Yann Dujarrier. On vous voit à l'écran, vous avez réussi à remporter 2 médailles sur cette compétition. Vous avez été 2 fois vice-champion du monde. Oui. Super souvenir, Yann. Non, ça aurait été un super souvenir si j'avais ramené une médaille d'or. Hein, voilà, donc là, c'est un très bon souvenir. C'est juste, voilà, il faut encore continuer à travailler pour aller chercher ce fameux maillot. Je suis arrivé avec au top de ma forme. Je fais des très beaux chronos. Par équipe, par exemple, sur la même équipe, il y a 2 ans, on était vice-champion du monde déjà à Manchester. Là, on a établi une performance qui était 1 seconde et demie plus rapide. Et on finit toujours vice-champion du monde. Les Australiens, qui n'étaient pas présents sur les éditions précédentes, ont fait un chrono. Personne n'était jamais passé en dessous de 48 secondes chez les Masters pour un titre de champion du monde. Nous, avec 48-2, on aurait pu être champion du monde l'année dernière et l'année précédente. Là, donc une très belle performance, mais donc voilà, on peut pas avoir de regrets. On est tombé sur des adversaires plus forts que nous. Voilà, maintenant. On commence déjà, même si on était plusieurs à vouloir lever le pied pour les saisons à venir,
pour profiter un peu de nos familles, voilà, on commence déjà à penser à l'année prochaine et à se projeter pour aller chercher, essayer d'aller chercher à nouveau cette médaille et ce titre qui nous fait rêver, qui nous fait vibrer et qui nous permet d'avancer au quotidien, de continuer de travailler. C'est vrai on est une bande de potes maintenant. C'est des épreuves qu'on prépare depuis 4 ans. On voit qu'on progresse, on prend énormément de plaisir. On a beaucoup de difficultés parce qu'on n'a pas de moyens, on a très peu de moyens. On n'est pas accompagné par la fédération. On n'est pas, mais bon, c'est la même chose pour beaucoup de masters, pas tous, mais pour beaucoup de masters. On n'est pas aidé par les fédérations. On n'est pas suivi. Mais voilà, on a envie de pouvoir mettre des choses en place. On a envie de continuer et donc voilà, on se nourrit de ça au quotidien et j'espère qu'on arrivera à obtenir la médaille d'or. Ouais. Et comment expliquez-vous, Yann, rapidement cette réussite du club de Vélizy 78 dans la catégorie Masters? Je pense que c'est une ambiance, c'est simplement une ambiance. Beaucoup de gens nous voient régulièrement au Vélodrome quand même. Il y a très peu de créneaux au Vélodrome, des créneaux abonnés bien sûr, où il n'y a pas d'adhérents de Vélizy. Enfin, c'est rare de voir un créneau sans un minimum un adhérent vélizien. Et ensuite, voilà, on se prend pas la tête, on s'amuse, on est vraiment une bande de potes, tout le monde s'entraide les uns les autres. Alors c'est vrai que sur un championnat comme celui-là, où la distance est c'est très loin, on était à Los Angeles, c'est compliqué d'emmener beaucoup de gens, mais sur un championnat d'Europe, on a déjà qui a eu lieu à Roubaix au mois de septembre, on était très nombreux à pouvoir se déplacer et on a eu de très bons résultats et c'est parce que l'ambiance est bonne. Tout le monde se conseille et puis au fur et à mesure on acquiert de plus en plus d'expérience et on la répercute à des nouveaux qui viennent chez nous parce qu'ils voient que les résultats sont là. Donc voilà, je pense que le maître mot c'est vraiment l'ambiance qui règne au sein de ce club qui est vraiment une ambiance amicale et tout simplement une ambiance amicale. Alors les pistards du club de Vélizy 78 qu'on pourra retrouver ce dimanche 5 novembre au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines pour le 4e Grand Prix de Vélizy. Plus de 150 coureurs sont attendus pour la compétition, dont vous, Yann. Bien sûr. Vous serez sur la piste. Oui, on a déjà repris l'entraînement pour être un minimum compétitif, parce qu'on a quand même coupé un petit peu après le championnat du monde. On est resté une semaine de plus aux États-Unis, mais rapidement, il a fallu reprendre pour être performant dimanche. Alors on va passer maintenant au programme de l'émission. Aujourd'hui nous allons parler de boxe avec ce grand gala programmé le 11 novembre prochain au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les boxeurs de la team Farougia d'Elancourt seront sur le ring. Nous allons également parler de voile avec le départ de la Transat Jacques Vabre. Laurent Bolitin, Louis Burton partira en duo avec sa femme Servane Escoffier sur cette compétition. Mais avant de développer ces thèmes, nous allons parler encore et toujours de cyclisme. Direction les championnats d'Europe de cyclisme sur piste qui se sont déroulés à mi-octobre à Berlin. L'équipe de France a réalisé une superbe compétition en remportant 8 médailles dont 5 en or. Parmi les principales sensations, Sébastien Vigier, le pistard qui s'entraîne presque tous les jours sur la piste de Saint-Quentin-en-Yvelines, a remporté à seulement 20 ans la plus belle des médailles en vitesse individuelle. Il s'est également illustré en montant sur la plus haute marche du podium en vitesse par équipe avec les Ignymontins Quentin Lafargue et Benjamin Hedelin. Le trappiste Benjamin Thomas a quant à lui raflé l'or sur l'épreuve de poursuite par équipe, l'or sur l'américaine et le bronze sur l'épreuve de l'omnium à 5 points de l'espagnol Albert Torres. Dans la dernière journée, chez les filles, Mathilde Gros a obtenu la médaille d'argent en vitesse individuelle, battue en finale par l'allemande Christina Vogel, la seule médaille chez les féminines. À son retour de la compétition, nous avons eu la réaction de Quentin Lafargue, médaillé de bronze sur le kilomètre et également médaille d'or en vitesse par équipe. On l'écoute. On est au niveau des meilleurs résultats mondiaux de la saison dernière, sans pour autant comparer, parce que tout est difficile de comparer d'année en année, etc. Mais voilà, nous, on bat nos records petit à petit, et c'est ce qui est très, très encourageant pour la suite. Ouais. Chez les féminines, je le disais précédemment, une seule médaille a été collectée pour ces championnats d'Europe, celle en argent de la nouvelle pépite du sprint français Mathilde Gros. Une belle performance qui, selon elle, va lui permettre de grandir et d'emmagasiner de l'expérience. On l'écoute.
Globalement, c'est positif. Après, je regarde toujours les points négatifs pour pouvoir les améliorer. Du coup, là, on a vu tous les points mauvais, on va dire, techniques, pour essayer de mieux faire aux prochaines Coupes du Monde. Là, déjà, le fait de courir déjà en quart de finale contre des filles où il n'y a que même pas 2 dixièmes d'écart, les matchs sont beaucoup plus serrés. Et là, le physique, ça va plus, ça suffit plus. Il faut savoir bien courir. Et là, j'étais obligée de savoir bien courir. Du coup, j'ai pris énormément d'expérience et j'espère en prendre encore plus sur les Coupes du Monde qui arrivent. Je le disais précédemment, Quentin Lafargue a brillé, Benjamin Hedelin a brillé également, Mathilde Gros, ils ont tous entre 18 et 26 ans. La question sur ce thème, la nouvelle génération est-elle déjà à maturité? Oui ou non? Oui ou non? Vous votez, comme d'habitude. Oui, non. Moi, On va faire un petit duel entre vous, Mustapha, et Frédéric Anderson. Allez-y, Mustapha, vous êtes en désaccord avec tout le monde. C'est juste que question. je me suis placé en désaccord avec tout le monde pour donner de l'optimisme à ce groupe et montrer qu'effectivement, ça commence toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on en débat aujourd'hui et les résultats, on les aura plus tard. Et vous verrez que j'avais raison. Donc c'est essentiellement, les vidéos, comme d'habitude. C'est essentiellement pour ça. Je ne suis pas un grand spécialiste de cette discipline. En revanche, on voit bien comment ça commence à poindre, on voit bien comment les choses sont en train de se mettre en place, et c'est souvent comme ça que les grandes aventures commencent. On parlait tout à l'heure du club de Vélizy, on parlait d'Yann en particulier. On a un président qui a parlé des premiers de cordée, il y a des premiers de peloton, il y a des premiers comme ça dans chaque catégorie, que ce soit dans des clubs. Il y a toujours des gens comme ça qui sont des moteurs, qui sont des locomotives, même si on parle que de vélo aujourd'hui. Et donc c'est comme ça que les grandes aventures sportives se mettent en place. Donc moi là j'y crois parce que il y a vraiment tous les ingrédients pour aller vers ce type de bonheur qu'on aura tous à partager. Je prends le pari ici, puisque c'est une émission où on se dit les choses franchement, et où souvent il y a des flashbacks, donc j'attends la prochaine émission où on pourra dire, voilà, le prophète du vélodrome, pardon, et vous verrez qu'encore une fois, nous avions raison, parce que je sais que vous partagez mon opinion, Mickaël. Évidemment. Frédéric Anderson. Moi, ce qui me dérange dans l'idée de maturité, c'est que il y a cette idée qu'ils atteignent un plafond et qu'ils progresseront plus tant que ça, parce qu'une fois qu'on est à maturité, la marge de progression se réduit, sinon on n'est pas encore arrivé à maturité. Et c'est vrai qu'ils sont tellement jeunes, et c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'ils ont des résultats dès maintenant, mais ça montre en fait, ça révèle le talent qu'ils possèdent déjà. Et on voit qu'ils ne sont pas prêts d'arriver à maturité tout de suite. Ils sont 18-20 ans, ils n'ont même pas fini complètement leur croissance de grandir, ils ne sont pas encore tout à fait adultes. Et c'est vrai que de ce point de vue-là seulement, on peut dire qu'ils ne sont pas encore à maturité. Et puis après, une carrière, c'est long, ça se construit petit à petit. Et c'est vrai que quand on a qu'1 ou 2 ans d'expérience à ce niveau-là, on peut pas établir qu'ils sont déjà à leur limite. Donc à eux de continuer de travailler, de continuer de performer, de progresser et de montrer qu'au final, ils n'ont pas de limite et qu'ils arriveront à maturité quand ils auront une trentaine d'années peut-être. Je vais demander à notre spécialiste cyclisme de trancher, Yann Dujarrier. Complètement d'accord avec... Est-ce que Mustapha vous a conquis? Il était parti pour dire le contraire. Sur l'optimisme. Mustapha a raison, c'est le début, et ils vont faire encore mieux plus tard. Ça, je suis d'accord. Et je suis encore plus d'accord avec Frédéric. On peut pas être à maturité à 20 ans. Je vais juste rappeler que Chris Hoy a été champion olympique du keirin à 35 ans. Donc ils ont encore énormément de temps. Carrière, c'est long. Une carrière de cycliste sur piste et une carrière de cycliste, de toute façon, c'est long. On gagne rarement le Tour de France avant 28 ans. On a depuis quelques années un extraterrestre qui s'appelle Peter Sagan qui lui arrive à briller depuis très jeune âge, mais il y en a très très peu. La maturité en cyclisme arrive très tard. On est plutôt autour de 26, 27, 28 ans. Et donc même pour le sprinter, il faut emmagasiner de l'expérience. Et aujourd'hui, donc moi je pense que, et j'espère qu'ils ne sont pas à maturité, parce que justement sinon on serait arrivé en haut et ce serait dommage. Mathilde est en train de faire énormément de progrès, mais elle a encore énormément à apprendre. Elle fait du cyclisme que depuis 3 ans. Avant, elle était au basket. C'était une basketteuse avant. Donc voilà, elle a beaucoup de choses à apprendre. Et bien là, elle a franchi un cap puisqu'elle a réussi à aller chercher une médaille sur un championnat international et un championnat d'Europe. Elle perd pas contre n'importe qui, elle perd contre la championne du monde. Donc en titre, qui est Christina Vogel, qui est une athlète qui a plus de 30 ans.
j'ai pas son âge exact, mais voilà, qui a plus de 30 ans. Donc une femme qui a beaucoup d'expérience, elle justement, par contre, à ce niveau-là. Et donc on peut pas du tout comparer. Et voilà, c'est déjà très très bien de pouvoir arriver à prendre l'expérience et surtout de prendre l'expérience en gagnant. Parce que oui, bien sûr, quand on perd, comme j'ai pu le faire au championnat du monde, on apprend, mais on apprend aussi en gagnant. Et donc c'est beaucoup plus facile d'apprendre en gagnant que dans la défaite. Donc tant mieux pour eux. Sébastien Vigier, moi je le connais depuis très longtemps puisque je l'ai accompagné à des compétitions, même si c'était pas dans mon club, je l'ai accompagné à des compétitions quand il était jeune cadet. Vous aviez annoncé il y a 2 ans dans les premiers, si on parlait sport, justement, les victoires de Sébastien Vigier. Sébastien, ce serait un prophète Yann très grand. Mais oui, mais voilà, on a créé cette émission tous ensemble. Et vous avez mis autour de cette table que des gens qui avaient des prophéties extraordinaires. Donc Sébastien fait des choses qui sont exceptionnelles. Il faut savoir qu'il a fait 9,6 sur le 200 mètres de qualification au championnat d'Europe. Jason Kenny aux Jeux Olympiques avait fait 9,5. Donc c'est une performance qui est très proche d'un... C'est-à-dire 9,6 9 secondes 6 pour faire les 200 mètres qualificatifs. C'est-à-dire que c'est là-dessus qu'on mesure en fait la vitesse maximum que l'on peut atteindre sur un sprint. Et donc on se fait une qualification avant de rentrer sur le tournoi. Et ça permet aussi d'éliminer les moins rapides. En général, sur un championnat du monde, on prend 24 coureurs. Et donc il y a toujours beaucoup plus de coureurs que ça. Et donc à partir de 25, ils sont éliminés. Donc voilà, Sébastien aurait eu le 2e chrono à Rio au JO l'année dernière, quoi. Il y a 2 ans. Non, l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Non, l'année dernière, 2016. Et donc voilà. Vous faites combien, vous, pour comparer? Moi, je fais 10,7. Voilà, j'ai 1 seconde de retard. Et ça fait maintenant 2 ans que j'ai 1 seconde de retard sur Sébastien Vigier. Je progresse, mais lui aussi. On en a discuté à l'entraînement la semaine dernière, on en a rigolé. Et il n'est pas encore à maturité. Et il n'est pas du tout à maturité, puisque, voilà, comme je vous le disais, il arrivera à maturité bien plus tard, 26, 27, 28 ans, et donc il peut encore aller beaucoup plus vite. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et c'est ce qu'il va réaliser, parce qu'en plus, c'est un garçon qui a la tête sur les épaules et qui est très sympa et qui va briller à très haut niveau. Les nations le regardent les nations étrangères le regardent depuis très très longtemps et en ont peur. En résumé, on est d'accord. Oui, je suis sûr qu'on était d'accord. Bien sûr qu'on était d'accord. Pierre, comment on fait pour les gérer au mieux ces nouvelles pépites? Voilà, je disais 18 ans, 20 ans. Comment on fait pour les gérer mentalement et physiquement? Mais là, je crois que je suis d'accord avec ce que disait Fred sur la partie maturité qui doit être un alliage entre le physique, c'est-à-dire qu'ils ont une marge de progression assez importante, le mental et l'expérience. Donc les gérer, c'est en gros, si je parle du rugby ou golf, après sur l'individuel, c'est un accompagnement et les pousser, comme tu disais, à aller se frotter au plus grand, puis en gros à tomber pour pouvoir se relever. Ils apprennent autant dans la victoire quand ça arrive assez tôt, très bien, que dans la défaite. Donc c'est vraiment un accompagnement pour pouvoir justement façonner un petit peu un athlète. Je pense que ça prend quelques années pour faire un athlète et des titres. Donc là, c'est pour le coup un accompagnement de tous les instants. Ça dépend si c'est sport co ou sport individuel aussi. Ça joue aussi un petit peu, mais il y a de l'entraînement, il y a de l'émulation, je pense, dans les clubs pour pouvoir se tirer vers le haut et façonner justement cette maturité. Je souhaite qu'effectivement, ils ne soient pas à maturité à 18 ans parce que ça voudrait dire qu'ils ont presque tout vu ou tout fait. Ça existe dans certains sports. Ouais. Dans certains sports, la maturité est en gymnastique, par exemple. En gymnastique, par exemple, en roller de vitesse, les performances, parce que moi j'ai fait aussi du roller de vitesse, les performances des juniors sont très 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 proches des performances des élites. Et une carrière dans le roller de vitesse, ça s'arrête à 25, 26, 27 ans. Donc ça dépend des sports. Et en effet, la gymnastique aux agrès, on le voit bien, ce sont toujours les plus jeunes participants des JO qui font de la gymnastique aux agrès. Alors juste pour Sébastien, je voulais rappeler l'année dernière sur une Coupe du Monde, il avait établi le 3e chrono sur un 200 mètres et il s'était fait sortir en 8e de finale. Vous voyez, donc il a appris. On avait discuté aussi, il m'avait dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on rentre dans un tournoi, dès le premier match, il faut se conditionner comme si on était en finale. Et là, il pensait que chronométriquement, il aurait une suffisance qui lui permettrait de pouvoir contrer son adversaire. Et il s'est fait surprendre et il était rentré brecouille. Comme on dit dans le bouche au doigt, tout à fait. Et donc voilà, il avait appris aussi dans cette défaite. Et là, il est au championnat d'Europe, il n'a fait mais 0 faute. Maintenant, il avait aussi
la valeur chronométrique pour pouvoir contrer aussi ses adversaires. Et ça, c'est important et c'est beaucoup plus facile. Frédéric Anderson, Mathilde Gros, on en entend beaucoup parler aussi en ce moment. Là, on a parlé beaucoup de Sébastien Vigier, mais Mathilde Gros, voilà, on la voit dans tous les médias, on la sollicite énormément au niveau de la Fédération française. Comment faire pour la gérer psychologiquement? Parce que comme on le disait, ça fait que 3 ans qu'elle fait du vélo. Et finalement, elle est déjà au top, que ce soit sur la piste ou dans les médias. Après, c'est toujours la difficulté des gens exceptionnels, des gens d'exception. Par exemple, si on fait un parallèle avec... Elle fait déjà partie de la génération 2024. Si on fait un parallèle avec Usain Bolt, quand il arrive à faire son championnat du monde, il a le record mondial, et après on fait quoi? Et en fait, il faut bien l'encadrer avec des entraîneurs compétents, et puis trouver des nouveaux challenges, essayer de la maintenir, la garder motivée. Bien sûr, ça passe par continuer de gagner, mais peut-être chercher au-dessus, laisser sa trace dans l'histoire en essayant d'établir des records, des performances qui dureront et qui montreront à tous que ouvrir la voie peut-être pour des jeunes, ça peut être aussi une aspiration pour, même si elle est encore très jeune. Mais c'est vrai que quand on a du succès jeune, c'est vrai que c'est compliqué à gérer sur le long terme. Parce qu'une fois qu'on est en haut, le problème c'est que quand on est en haut de la montagne, on ne peut plus aller plus haut. Il n'y a plus que la descente. Donc il va falloir faire attention de ne pas chuter en route et essayer de continuer à rester au sommet comme elle l'est aujourd'hui. Moustapha, vous vouliez réagir? Oui, non, simplement pour ajouter un point, c'est que on est dans une émission de sport et c'est ce qui est la beauté justement de toutes ces activités, qu'elles soient physiques ou intellectuelles. À un moment donné, le champion n'est pas celui qui est à maturité physique ou technique. Moi, j'ai remarqué souvent que les gens qui étaient exceptionnels, on les retrouvait aussi et souvent beaucoup plus quand ils étaient matures mentalement. Et c'est à ça que je fais référence quand je dis qu'on a on a des gens d'exception. On les prend dans le sport, par exemple. Vous prenez des mecs comme Mbappé dans le football. On voit tout de suite des jeunes qui ont la technique. On voit bien qu'ils ont été achetés tellement cher qu'on sait qu'ils en ont encore sous le pied, pour prendre des expressions cette fois-ci footballistiques. Mais on voit aussi l'esprit, on voit aussi la maturité et la graine de champion. Un Neymar était déjà comme ça il y a quelques années, et les gens ont mis souvent, non pas sur leur technicité et non pas sur leur capacité physique, mais sur le mental du champion, sur le mental du devenir. C'est en ça que je disais qu'on avait le sentiment d'une maturité, ce qui ne veut pas dire qu'on est arrivé et qu'on est mûr pour son sport, ou qu'on est arrivé au sommet de son art. Techniquement, il y a toujours des choses à faire. C'est le propre même du sport. Et encore une fois, j'englobe tous les sports. C'est le propre du sport que de se dépasser soi-même, de dépasser des records qui ont été identifiés et pratiqués par d'autres. En revanche, le mental, moi je regarde tous les sports, et c'est à ce niveau-là que j'essaye de décrypter un peu les choses, que ça soit dans le sport automobile, et pourtant on est dans une bagnole, que ça soit au tennis, que ça soit au foot, que ça soit dans le collectif donc, ou dans l'individuel, que ça soit à cheval. Moi, je regarde beaucoup les compétitions de cavaliers. Je retrouve toujours cette graine de champion mentalement. Et c'est un peu le message que j'aimerais faire passer, moi, à chaque fois qu'on parle de sport, que ce soit dans cette émission ou que ce soit dans la pratique même des sports, c'est qu'il y a des vertus au sport, il y a des valeurs du sport. Et on les trouve chez peu de gens, et c'est pas forcément technique ou physique. Il faut durer, comme vous le mettez. C'est histoire de couper Mousse. Mais effectivement, tout l'enjeu, et tu le disais aussi Fred, je pense que tout l'enjeu, c'est justement de leur permettre de durer dans leur art. Je suis assez d'accord avec l'expression, et de pouvoir leur donner les moyens, que ce soit dans l'entraînement ou dans la préparation mentale, parce que c'est finalement là où ça se joue, de pouvoir durer dans chaque discipline. Pour Mathilde, très rapidement, pour Mathilde, c'est une jeune fille très intelligente. Qui a vraiment la tête, les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Et on retrouve. Voilà, et très bien encadré, enfin très bien entouré. C'est la famille aussi est très 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 sympa. Et donc voilà, c'est exactement ce que tu disais. Et il n'y a vraiment pas de crainte à avoir pour elle. Maintenant, je pense que la fédération a vraiment raison. La fédération française a vraiment raison de faire communiquer sur Mathilde, parce que le sport féminin, le cyclisme féminin manque cruellement depuis depuis que Jeannie Longo avait arrêté et puis Félicia Ballanger aussi, il manquait une image, et je pense qu'on peut se servir aujourd'hui de Mathilde pour justement faire venir des jeunes filles aussi bien sur la piste qu'au vélo. Et maintenant il faut aussi que Pauline Ferrand-Prévot puisse revenir à très haut niveau, et ça devrait faire une belle affiche.
En tout cas, Mathilde Gros et les autres pisteurs de l'équipe de France, on les verra lors des championnats du monde de cyclisme sur piste qui seront organisés sur la piste d'Apeldoorn aux Pays-Bas. Voilà, ça sera en février prochain. On passe maintenant à notre coup de projecteur et encore du cyclisme. C'est presque une spéciale cyclisme. Voilà. Alors, le Tour de France reviendra l'été prochain dans les Yvelines après avoir boudé le département depuis 2013 et un départ de Versailles. Les organisateurs ont décidé d'inclure les routes yvelinoises dans le tracé de la 105e Grande Boucle qui se déroulera du 7 au 29 juillet. Ce sera sur la dernière étape au départ de Houille et qui devrait descendre dans le sud du département. Au programme, 115 km pour rejoindre le grand final des Champs-Élysées à Paris. La question sur ce thème, ce choix de Houille vous plaît-il pour prendre le départ? Voilà. Est-ce que ça vous plaît, tout simplement, de mettre Houille comme village départ de cette dernière étape? Oui, non, non. On se fâcher, nous. On fait un petit duel rapide, Pierre, et on fera Yann juste après. Quelle que soit la ville des Yvelines, c'est une bonne chose que ça puisse être mis en valeur et qu'on puisse retrouver le passage ou le départ d'une caravane du Tour de France. Après, c'est toujours un gros événement, un gros barnum. Oui, Versailles ou Rambouillet pour vous. Il y a déjà eu sur ces autres villes-là les années précédentes, donc voilà. Donc c'est sûrement une très bonne chose pour la municipalité de Douai. Donc normalement Houille, Sartrouville, Poissy, Saint-Jean-Mandé. Peut-être une descente vers le sud du département, mais le tracé n'est pas encore officiel. Un très beau catalogue des beautés de notre département. Exactement. Allez-y, Yann. Bah non, parce que c'est pas à côté de chez moi. Juste pour ça. Voilà, c'est juste pour ça que je suis pas d'accord. C'est trop loin. Voilà, et, pour aller à Houille, c'est le bout du monde. Donc non, moi Versailles, ça me va bien. Faut aller sur les champs. Vous êtes plutôt. Même plus. Non, je l'ai fait plusieurs années et c'est un très beau spectacle. Maintenant, c'est vrai que le dimanche, ce dimanche-là, il fait beau. Je préfère aller ailleurs et puis revoir l'arrivée de l'étape. En replay par exemple ou rentrer puisque c'est souvent une étape qui finit tard. Et voir juste l'arrivée d'étape tranquillement. Pour moi, le Tour de France ne se termine pas sur la dernière étape. Il est fini bien plus tôt. Il s'est joué bien plus tôt. Et donc, c'est plutôt ces étapes-là que je ne rate pas. Mais la dernière étape, maintenant, elle m'intéresse moi. Par contre, c'est vrai qu'aller au départ d'une dernière étape où les coureurs sont très décontractés, pour les spectateurs, c'est quelque chose que je les encourage à faire parce qu'ils sont vraiment tous très abordables. Et ça, c'est pour les enfants, pour vos enfants, ça leur laisse vraiment de très bons souvenirs. Et donc voilà, c'est très bien que ça reste que ce soit dans le département, mais bon, voilà, c'est juste une dernière étape, le Tour de France. Le Tour de France, je trouve ça maintenant dommage. C'est vrai que c'est un petit coup de gueule que je peux avoir, et ça fait des années c'est depuis toujours comme ça, prend toute la place et toute l'image médiatique du cyclisme français. Et aujourd'hui, nos pistards ne sont pas reconnus. Et ne sont pas connus parce que pas autant que les cyclistes sur route. Pas autant que les cyclistes sur route, mais et je trouve ça dommage. Vous voyez l'année où François Pervy remporte 3 titres de champion du monde. Il finit même pas vélo d'or mondial, alors que il suffisait juste de gagner le Tour de France pour être vélo d'or. Alors cette année, Chris Froome double, et donc je trouve ça normal qu'il soit récompensé parce que c'est très très difficile de remporter 2 grands tours. Mais voilà, il y a des exploits qui passent un petit peu outre. Tout est caché par le Tour de France. Il y a des pistards qui sont également sur la route. Benjamin Thomas, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. Oui, mais après, c'est des disciplines alors, la piste, bien sûr, c'est une discipline ultra complète. Bradley Wiggins vient de la piste. Cavendish vient de la piste. Et ils courent toujours sur piste. Ils sont champions du monde en titre de l'américaine. Donc c'est complètement possible de pratiquer la piste et de courir sur la route. Mais voilà, ces coureurs-là... Ils conservent cette image et ils ont leur image, mais voilà, c'est vrai que le Tour de France écrase tout et c'est bien dommage pour le reste de notre discipline qui pourtant est un très beau sport, et le sport spectacle sur piste, le spectacle sur la piste est vraiment magnifique. Moustapha, on va revenir à ce départ de la ville d'Houille, dans les Yvelines. Oui. Du coup, ce sera une belle fête populaire, je suppose. Ah ouais, non, pour le coup, moi je rejoins mon ami. Ça part de ça permettra de voir aussi des grands champions en action. Ouais, non, pour le coup, là j'ai vraiment pas grand chose à dire sur le fait que ça soit spécifique à Houille, sauf que ça puisse effectivement être dans le département, parce que c'est pas tout le temps dans le département. Et en même temps, c'est une tellement belle compétition qu'on est au-delà du sport. Et souvent, quand on parle sport,
on arrive au divertissement, on arrive au jeu, on arrive à l'argent et on arrive au spectacle. Et c'est vrai pour tous les sports, de la même façon que le football. À un moment donné, moi je regarde plus trop certains championnats parce qu'on a l'impression que c'est plutôt un jeu de banquier plus qu'un jeu de joueurs de foot, puisqu'après tout, il n'y a pas la même redistribution qui se fait de façon aléatoire dans tous les clubs. Et là, de la même façon, tout est capté par le Tour de France. Mais en même temps, c'est un peu ce que vous recherchez tous. C'est-à-dire que là, moi, j'entends un pratiquant, un vrai sportif, un compétiteur, et qui voit se détourner les projecteurs, parce que derrière, il y a aussi tout un financement de ce propre sport et la mise en avant du sport. Mais le problème, c'est que les annonceurs, les gens qui mettent de l'argent sur le sport en général, font des choix. Et à un moment donné, tout est capté. Alors, la dernière étape, elle est moins spectaculaire. C'est vrai que les mecs, ils boivent du champ au départ. Avec modération, bien sûr. Voilà. Et avec modération, je ne sais pas, mais souvent surtout avec leurs copains, plutôt qu'avec modération. Et on voit bien comment ça se termine avec un petit sprint qui est pratiquement joué d'avance. Mais en même temps, c'est ce qu'on a voulu pendant des siècles, faire en sorte que le vélo soit connu, et c'est le Tour de France qui l'a apporté. Parce qu'il n'y a pas que les gens dont c'est le métier et qui en font une profession et qui en font quelque chose d'exceptionnel, mais il y a tous les consommateurs, tous ceux qui ont envie de consommer le vélo. Et c'est là où on est toujours à la limite entre le sport, le loisir, le divertissement, voire le spectacle. Rapidement, Yann, si vous voulez répondre. Non, vous êtes d'accord? Non, j'attendais à une petite question sur le parcours général du Tour de France. Vous le faites pas. Et on verra ça l'année prochaine. On verra ça l'année prochaine. Si On quitte à présent le monde du cyclisme. Voilà, certains seront ravis de quitter le cyclisme pour d'autres sports. On va parler de boxe. Un grand gala sera organisé le 11 novembre prochain dans l'aire centrale du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Des dizaines de combats seront programmés pour l'occasion dans l'enceinte sportive. Parmi les principaux rendez-vous, la Team Farouja sera très bien représentée avec les boxeurs Marvin Petit, Gallus Coulon et Marine Tollet. Seul problème, les boxeurs n'ont pas été prévenus assez à l'avance de ce combat qui a été programmé à la dernière minute. Écoutez cet extrait du 7-8 Sport. Est-ce que c'est dommage, du coup, qu'on prévienne tout le monde? C'est dommage en début de saison. Disons qu'en début de saison, peut-être en mars, avril, où on reprend comme tout le monde après les vacances d'été. On reprend, là, ça fait 2 mois après la reprise, finalement, donc 2-3 mois après la reprise. C'est toujours un petit peu juste, je pense, quand on est en phase de remise en forme, disons. Ça aurait été en mars-avril, ça aurait peut-être pas été le même topo. Maintenant, connaissant les deux gaillards, là, quand je les vois, ils font toujours ce qu'il faut pour être prêts lors de leur combat, donc il n'y a pas de souci pour ça. La question sur ce thème, le gala aurait-il dû être décalé? Oui ou non? Oui. Pareil, Frédéric Anderson, oui. Pas de débat, Frédéric Anderson. D'accord. Ça fait un peu short au niveau préparation, c'est un peu sur un coup de tête, on s'est dit on va faire un tournoi de boxe. Le vélodrome est libre, alors pourquoi pas, on y va. Et c'est vrai que ça risque d'être... On en parlait quand même depuis longtemps de ce combat, mais effectivement, il se prépare un peu à la dernière minute. Quand on voit qu'ils ont eu que quelques semaines pour se préparer, on voit que les gros matchs de qualité, généralement, ça nécessite plusieurs mois de préparation. Réduire ce délai à plusieurs semaines. Après, je fais confiance aux boxeurs qui sont des compétiteurs et des athlètes de haut niveau pour produire un spectacle de qualité, mais c'est vrai qu'on peut avoir ses doutes et ses réserves avant la tenue de l'événement. Après aussi, les événements de cette ampleur-là, avoir que quelques semaines pour faire la communication et la promotion, c'est short. Donc est-ce qu'il aurait mieux valu le repousser ou même ne pas le faire du tout? On peut se dire qu'il y a une prise de risque qui est un peu trop excessive juste pour le plaisir d'organiser un événement et puis peut-être vendre des tickets plus qu'une performance, quoi. Il faut recontextualiser, il faut remettre dans le contexte le fait que Malamine Koné a racheté, on va dire, les gros combats en France et il décide un peu du calendrier, en fait, finalement, Pierre Chevalier. C'est la question qu'on peut se poser, et je poursuis ce que disait Fred, c'est est-ce qu'on a le temps de pouvoir promouvoir cet événement-là? Est-ce qu'on a le temps de faire le plein? Ça n'a pas l'air d'être très fréquent d'avoir un gala de boxe de ce type-là. On reparle cyclisme puisque c'est dans un vélodrome, mais est-ce qu'on a le temps de vendre beaucoup de tickets, de faire la promotion et d'avoir une salle à peu près pleine et
et sensibiliser à l'événement, quoi. J'ai vraiment peur que... Il devrait y avoir 1500 personnes à peu près, d'après les estimations. Donc on va encore voir un vélodrome vide, on va encore faire une épreuve où il y aura personne, les gens seront déçus et du coup on ne le reproduira pas parce que ça aura pas marché et c'est dommage. Ça ne met pas un coup de zoom quand même sur le vélodrome? Non mais le vélodrome... Négatif selon vous? Encore une fois, oui, négatif, je suis désolé, mais les championnats d'Europe, les championnats du monde de cyclisme qui avaient été organisés en 2015, ça avait été un vrai succès. Championnat d'Europe un an ou un an et demi après, un flop. Il y a eu une épreuve de judo où le vélodrome était complet et c'était formidable, mais bon, la Fédération française de judo se suffit à elle-même pour pouvoir remplir n'importe quelle salle. Il y a eu le handball quand même au vélodrome qui a fait le plein. Voilà, mais avec le match ici Paris. Ce sont des grands, mais ça avait été prévu, des grands sports, et ça a été prévu largement à l'avance. Là, on en parle de 3 semaines, 1 mois pour préparer ce type de gala, pour remplir un vélodrome qui a souvent du mal à se remplir, une salle de spectacle qui a du mal à se remplir. 1500 personnes dans le vélodrome, il y a personne. Donc ça ne met pas d'ambiance et je suis désolé, quand on est spectateur et qu'on n'a pas d'ambiance, on est déçu. Donc moi j'ai encore peur que ça fasse un flop et que derrière ça ne puisse pas être reproduit. Et aujourd'hui ce qu'il faut c'est de la récurrence, même si je trouve, le problème qu'il y a quand il y a ce type d'événement organisé, c'est que moi je peux pas aller m'entraîner. Donc bon. Vous voulez bien accepter de ne pas vous entraîner pour un gros événement rempli avec plein de spectateurs, mais par contre un flop, non, ça ne vous satisfait pas. Si c'est pour un beau spectacle, si c'est pour quelque chose qui va faire rayonner ce vélodrome, oui, bien sûr que je suis d'accord. Mais si c'est pour que ce soit un flop derrière, non, là, je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Et alors, bizarrement, d'habitude, le vélodrome est fermé les jours fériés. Là, il va être ouvert. Donc, j'aurais pas pu m'entraîner. Donc, c'est pas très très grave. Mais voilà. Donc, toutes ces choses-là, moi, je trouve ça dommage. Et vous voyez, nous, le Grand Prix de Vélizy, on aura certainement peut-être plus de monde que sur certaines épreuves qui ont été organisées de manière officielle. Et avec des plus beaux plateaux. Donc voilà, il y a des choses qui ne sont pas faites et parce que les choses sont faites encore une fois en dépit du bon sens. Et alors le problème qu'il y a, c'est que souvent les gens pensent que c'est de la faute du vélodrome, mais là en fait c'est le promoteur qui prend sa décision au dernier moment pour le faire. Et donc après il y a une question également de droit télé. Par exemple, le combat va être retransmis chez nos confrères de Canal+ Sport. Il y a des droits télé. On le fait le 11 décembre. On a 4 semaines de plus pour pouvoir le préparer. Comblés, qui sont au bénéfice des athlètes, qui sont au bénéfice des organisateurs, qui sont au bénéfice de tout le monde et du public, et au final tout le monde y gagne et on décale que de 4 semaines. Voilà, c'est quand même pas après je suis pas à la place de ces gens-là, mais il y a un moment où je pense qu'il faut que les gens réfléchissent, et pour le bien du sport en général. Mustapha, on va revenir sur le plan sportif. Voilà, comme on le disait, il se prépare à la dernière seconde, on peut le dire, et du coup les entraîneurs ont choisi, de la team Farouja par exemple, Tanguy Farouja a choisi des combats, on peut le dire, faciles, des matchs de classement pour éviter blessures, pour éviter contre-performance de la part de ses protégés. Marvin Petit, par exemple, va combattre un Géorgien, Georgi Abramishvili. Voilà, je pense que vous le connaissez, Mustapha. 19 victoires, dont 9 par KO, 14 défaites. Voilà, 19 victoires, 14 défaites. Il a 23 ans. C'est un petit peu le boxeur qu'on envoie quand on n'a pas d'autres possibilités de boxer. C'est dommage. En l'occurrence, c'est dans la continuité de ce qui a été organisé. C'est-à-dire que c'est dans le fil conducteur de ce qui a été organisé. On est tous les 4 d'accord pour dire qu'il aurait dû être reporté. C'est une émission qui s'appelle « Si on parlait sport ». On devrait plutôt l'intituler souvent « Si on parlait spectacle ». Les mots qui ont été prononcés depuis tout à l'heure, c'est la notion de vélodrome, c'est la notion de spectacle, c'est la notion de public, c'est la notion... Alors que là, on est en train de parler d'un sport, la boxe en l'occurrence. On a parlé tout à l'heure de vélo. Et encore une fois, où est le sportif? Où sont les valeurs qu'on transmet? Où sont, encore une fois, les éléments structurants du sport? Et c'est pourtant l'essence même du sport que de générer ça. Là, on n'est pas d'accord, mais peut-être que la personne qui l'organise aurait quelque chose à dire, et peut-être qu'il nous manque un élément. C'est juste pour apporter un élément de contradiction. Il y a peut-être un élément réel et sérieux, mais c'est vrai que nous, on en doute. Mais à la limite, on en doute même pour lui. C'est-à-dire que quand on n'a pas suffisamment de temps pour préparer ou le spectacle, quand il s'agit d'un spectacle, ou la promotion, donc pour faire venir les gens au spectacle, mais surtout les sportifs,
c'est vrai qu'après, on est à l'avenant. C'est-à-dire qu'on va mettre celui qui est capable de débouler à n'importe quel moment et faire n'importe quel combat. Il y en a peut-être un qui sera essentiel et puis on fera de la mousse, si je peux me permettre l'expression, tout autour. Ouais, ça ne grandit pas les organisateurs, ça ne grandit pas le sport en général. Donc, c'est en ça que ça devrait être reporté, bien sûr. Je crois que normalement, pour un match de boxe, les gars, ils font 2-3 matchs dans l'année. C'est-à-dire que le temps de préparation, c'est souvent entre 3 et 6 mois. Donc là, on leur dit... Alors, bien sûr qu'ils sont sur une forme constante, mais un pic de forme, c'est quelque chose qui se programme et qui se... C'est pour ça que Tanguy Farouja, l'entraîneur qu'on voit justement à l'écran... n'a pas voulu prendre des adversaires trop compliqués pour Marvin Petit, pour Gallus Coulon qui affrontera Tarek Derfoufi, pareil. Or, le sport veut de la complexité, le sport veut de la compétition, le sport veut qu'on aille toujours au taquet. Un beau duel, voilà. C'est quoi? C'est quand il y a deux personnes qui sont au taquet. Voilà, un beau match, c'est quand ils sont au taquet tous les deux. On peut avoir des très beaux footballs, très beaux 0-0, et puis des matchs 5-0 qui riment à rien. Voilà, donc, et quand on sort, on dit puis on a vu des superbes actions. Les arrêts du gardien étaient magnifiques. Mais là, dès qu'il y en a un qui va mettre un coup, l'autre il va vaciller une fois, 2 fois, et puis le match il va être plié en 3 minutes. Ou alors on le dit, il y a des sparring partners, on sait que c'est un match qui va se passer entre un challenger et un sparring partner, ou alors on a un lièvre dans une course et on sait que c'est un lièvre, on sait qu'il part devant et on croit qu'il va gagner, mais non, on a oublié de dire que c'est un lièvre, il va s'écrouler, etc. Donc c'est vrai que pour la notion même du sport, il y a quelque chose qui colle pas. Bon, il y a quand même 2 combats qui valent le coup d'être vus. C'est celui d'Adila Moumadi qui, à 37 ans, va défendre sa ceinture EBU de l'Union européenne face à Christophe Rebras, un boxeur français de 32 ans qui a un bilan de 25 combats et 5 défaites depuis le début de sa carrière. Voilà, on peut le dire, c'est le seul combat qui, finalement, Frédéric Anderson va valoir le coup. Voilà. Donc c'est un gars qui fasse des démos, qui fasse des choses pour que le public sache qu'il y a un vrai combat sur lequel on a misé. Adila Moumadi, du coup, une défense de ceinture. Voilà, c'est ça. Donc à la limite, on le sait, et donc c'est un gala. Et puis pour le reste, on va amuser la galerie, mais on le dit, et on fait des animations autour de ça. Ça me choquerait moins, à la limite. C'est le gala, le spectacle. Et par contre, il y a un combat qui est assez intéressant. Par contre, c'est celui de Marine Tollet, qui est également de la Team Farouja, qui va réaliser son premier combat pro, Frédéric Anderson, dans la catégorie des moins de 57 kilos. La boxeuse affrontera la niçoise Naïd Garchim, championne du monde de pied-point. Ce sera son premier combat pro, son adversaire également. Ça sera un beau match, sûrement. Certainement. Et puis au moins, ça sera le baptême du feu et on verra de quoi elle est capable. Devant quand même 1000-1500 personnes qui devraient venir. Peut-être. Qui devraient peut-être venir. Du coup, elles ne se mettent pas trop la pression. Elles ont peu de temps pour ne pas trop se mettre la pression. Donc c'est bien. Pour un baptême du feu, c'est bien. Ça va lui permettre d'engranger de l'expérience, Frédéric. Oui, certainement. Tous les combats, surtout quand c'est les premiers et qu'on n'a pas forcément beaucoup de repères, ça permet de prendre un peu la température du bain. Mais l'entraînement ne remplacera jamais la compétition. Il ne faut pas l'oublier, bien sûr. Donc il faut qu'elle fasse de la compétition. Bien sûr. Alors, je le rappelle, le grand gala de boxe sera organisé le 11 novembre au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. On passe maintenant à notre focus du jour. Dans notre focus du jour, ce talk vous propose de découvrir la golfeuse française Alexandra Bonetti qui a tapé ses premières balles au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je vous dresse son bilan rapidement. Elle est aujourd'hui joueuse professionnelle sur le circuit européen à 25 ans. Elle est membre de l'équipe de France depuis 2007. Elle a terminé 3e des championnats du monde amateur en Argentine en 2010. Elle a décroché l'or au championnat d'Europe dames en 2014. Après son bac, elle a joué dans une université au Texas entre 2011 et 2015 et sillonne les greens américains. Pour continuer à engranger les succès sur le circuit, la joueuse s'entraîne de façon intense 6 jours sur 7, de 8h à 17h. On écoute Alexandra Bonetti. Donc il y a 5 séances de sport par semaine que je fais, soit le matin avant de venir au golf, soit dans la soirée. Et ensuite, c'est un équilibre entre le practice, le petit jeu, donc putting, chipping, et le parcours. Donc ça prend pas mal de temps. Malgré le fait qu'elle soit une très bonne joueuse sur le circuit européen, elle doit payer elle-même son matériel et ses déplacements sur les terrains faute de gros sponsors. Pour tenter de gagner plus d'argent et pour jouer sur des meilleurs tournois, elle voudrait même partir jouer aux États-Unis. Une situation précaire qui est à des années-lumière, on peut le dire, des standards des golfeurs professionnels américains et européens. Des golfeurs qui gagnent presque 10 fois plus que les femmes sur les tournois en moyenne, principalement grâce à la publicité autour des tournois masculins. La question sur ce thème, le golf féminin arrivera-t-il un jour au niveau du golf masculin? Vous votez oui ou non? Oui, non. On fait un petit duel entre je suis d'accord. Frédéric et Mustapha. Frédéric.
La revanche. Est-ce qu'ils arriveront jusqu'au niveau des hommes? Est-ce que c'est vraiment ça l'objectif aussi? Je veux dire, les hommes, ils sont tellement loin, ça fait tellement longtemps qu'ils sont installés, ils ont déjà tout en place. On a plutôt l'impression que sur le golf féminin, c'est encore bourgeonnant et que ça demande qu'à se développer. Donc je pense que plutôt que d'essayer de rattraper les hommes, c'est peut-être plus une mission de se développer suffisamment pour que ça devienne autosuffisant, que le circuit en lui-même, indépendamment de ce que font les hommes, permettre justement aux golfeuses et à tout leur staff et à tout le monde d'avoir les ressources nécessaires pour s'entraîner décemment et progresser dans leur pratique sportive et offrir des tournois de meilleure qualité, susceptibles d'apporter de meilleurs sponsors et ainsi de suite. Je pense que le circuit homme est plutôt installé dans cette recherche de performance avec déjà les sponsors en place, que les féminines sont plutôt dans cet aspect de faire venir les sponsors pour permettre à la performance de s'établir et se développer. Je pense qu'ils sont à 2 stades différents de développement et je ne suis pas sûr que ce soit très, très réaliste ni très, très, très pertinent de vouloir comparer au final 2 mondes et 2 visions du golf. Moustapha, Alors, on reviendra après à votre message, Pierre. Si la question c'est est-ce qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes, c'est une vaste question qu'on pourrait poser à bien des égards sur d'autres plateaux, mais bien sûr que les femmes, dans leur sport, sont et vont aller au maximum de ce qu'elles sont capables de produire. Et c'est là où je pose la question de savoir est-ce que c'est pertinent de dire mieux que les hommes, plus que les hommes. Moi, je considère qu'il y a une marge de progression dans tous les sports, que ce soit pour les hommes, et donc ils vont aller jusqu'à un maximum de leurs compétences qui sont physiques et mentales. De la même façon, les filles vont faire de la même façon cette progression. Mais j'aime pas cette idée de comparaison, cette idée selon laquelle il y aurait un sport dominé par les hommes et les femmes ne les atteindraient pas. Pourtant, au niveau des chiffres, on les voit. Ouais, et puis on le voit pour le football aussi. D'ailleurs, j'aime pas cette idée selon laquelle non plus on parle de golf féminin ou de football féminin. C'est du foot, c'est du golf, pratiqué par des femmes. Et ces femmes-là ont leurs limites de compétences physiques comme les hommes, leurs limites de compétences mentales comme les hommes, et elles iront et elles feront leur chemin. La vraie question, c'est les critères selon lesquels elles vont pouvoir pratiquer ce sport pour que ça devienne plus culturel, que ça soit plus quelque chose qui soit plus dans l'air du temps, qu'on ne se pose pas la question de savoir si le foot, ça peut être pratiqué par des filles ou des garçons. Ça, c'est culturel, c'est ancré chez nous. Donc, quand les filles feront tous les sports de la même façon et qu'on ne se posera plus ce type de questions, on aura, encore une fois, sans les comparer, on aura le max des uns et des autres. C'est intrinsèque au sport. On va chercher le maximum et elles iront chercher leur maximum. Pierre, vous avez marqué un petit message sur votre... Il y a 2 freins, que je vois sur le développement du golf féminin. Le premier, il est historique, presque culturel. Il faut pas oublier que le golf était réservé aux hommes dans ses premières heures, ses premières années. Et le deuxième, il est physique au départ, et ça devient d'ailleurs un avantage pour le développement du golf. Au départ, les femmes partent de repères qui sont en avance sur le parcours par rapport aux hommes, parce qu'il y a cette donnée de puissance et de longueur au drive, c'est-à-dire à la mise en jeu. Et désormais, on peut dire que c'est presque un avantage, parce que maintenant, il y a assez peu de différence dans la pratique du golf entre les hommes et les femmes. À part que les femmes partent 10 mètres, 20 mètres devant les hommes en compétition. Mais c'est un sport que l'on peut pratiquer à 2, hommes-femmes. J'avais eu l'impression que justement le golf c'est un sport très technique et qu'il n'y avait pas besoin d'être très physique pour pouvoir envoyer la balle très très loin. C'est de la coordination, voilà, et c'est en gros un transfert de poids et de la puissance qui envoie la balle le plus loin possible. Le golf féminin a de très belles heures devant lui, parce qu'effectivement, même si elles partent de plus loin et elles partent avec un handicap, pour parler golf, elles sont désormais au moins traitées de la même manière sur certains tournois majeurs. En France, par exemple, on a depuis quelques années maintenant un tournoi majeur mondial à Évian, donc l'Évian Championship, qui est l'égal d'un certain nombre de tournois masculins.
Ça mérite d'être encore développé, mais le coup de projecteur est donné à ce moment-là, en septembre, sur le tournoi féminin. Et au niveau mondial, la Ryder Cup qui arrive bientôt en France, il y a l'équivalent en Solheim Cup pour les femmes. Et qui est moins médiatisé. Qui est moins médiatisé parce que pour l'instant, les annonceurs, on en parlait tout à l'heure, n'ont pas fait le choix de miser sur certaines filles. Et je dirais, pour terminer, il manque encore, comme finalement chez les hommes depuis le retrait de Tiger Woods, qui a priori revient, une porte-drapeau. Il y a du Michel Louis, il y a du Nathalie Gulby chez les Américaines, il y a des filles qui arrivent, et en France, la golfeuse qui a remporté, je vais vous donner quelques chiffres. Voilà, la golfeuse qui a remporté le plus d'argent en 2016, c'est Lydia Ko, la néo-zélandaise. Elle a remporté 2 millions d'euros en tournoi et elle a amassé 5 millions de dollars avec la publicité. Soit 43 millions de moins que Rory McIlroy, voilà, qui a remporté rien qu'avec ses tournois 17 millions de dollars en 2016 grâce à seulement 3 victoires sur le circuit. 3 victoires sur le circuit mondial, voilà. Avec 32 millions de publicité. Alors moi, je voulais juste faire un parallèle avec 2 sports. Très rapidement. Non. Très rapidement. Premièrement, le tennis. Les tournois font des efforts pour que les prix soient les mêmes pour les féminines et les hommes. Et pourtant, le spectacle, on est quand même d'accord, sur un tournoi type Grand Chelem, n'est pas le même sur une finale de filles ou sur une finale d'hommes. Et d'ailleurs, le Roland Garros, la journée qu'ils ont le plus de mal à vendre les billets, c'est pour les demi-finales féminines. Ce sont souvent les derniers billets qui sont à vendre. Et ensuite, je voulais faire parler avec un autre sport qui lui est beaucoup plus féminin, et on en parlait tout à l'heure, c'est la gymnastique aux agrès. Sincèrement, je préfère de loin regarder aux Jeux Olympiques la gymnastique féminine plutôt que la gymnastique masculine, qui elle est beaucoup plus basée sur le physique, alors que la gymnastique féminine est beaucoup plus basée sur la technique et donc beaucoup plus jolie. Donc voilà, je pense aussi il y a un moment, et je veux pas qu'on me traite de macho, je pense qu'il y a quand même des sports qui sont quand même plus ou moins sexués. Non. Mais tu sais ce que tu penses, mais j'ai le droit de le penser aussi. J'ai le droit d'avoir cette... On est arrivé sur le genre, là. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure de la capacité que les femmes auraient à accéder soit à des podiums, on parle des Françaises en l'occurrence, à des podiums, voire à des statuts de stars, et on parle... Quand on commence à parler starification, quand on commence à parler de ces gens-là, on parle du montant de ce qu'elles sont capables de gagner. C'est en ça que je dis que c'est une histoire de visibilité. C'est une histoire de... Donc ça n'a plus rien à voir ni avec le genre, ni avec la personne. Et donc après, pour que le golf puisse continuer le golf féminin puisse continuer de grandir, il faut aussi que les organisateurs fassent le nécessaire. Mais la différence qu'il y a avec le golf, c'est qu'on ne peut pas organiser sur le même tournoi les hommes et les femmes, parce que la conception n'est pas du tout la même. Ça a été tenté. Ça a été tenté, mais ils ont abandonné. Ils y reviendront. Je suis désolé. Populaire à l'école. Populaire à l'école, les filles sont hyper demandeuses et très douées dès le départ, dès l'école. Ça sera le mot de la fin sur ce thème. Prenez l'équitation, par exemple. C'est un sport où on mélange les hommes et les femmes. Je sais que ce sujet vous tient à cœur, mais il faut avancer dans l'émission. Alors on va passer maintenant à notre rubrique débat. Voilà. D'un débat, on passe à un autre débat. Nous allons prendre le large dans ce Si on parlait sport. Le skipper Louis Burton, originaire de Rambouillet, prendra le départ de la 13e édition de la Transat Jacques Vabre le 5 novembre prochain sur son IMOCA Bureau Vallée, une aventure transatlantique entre le port du Havre et le Brésil qu'il partagera en duo avec sa femme Servane Escoffier. Leur objectif, accrocher le podium de la course. Pour lui, partir avec sa femme est un avantage. On l'écoute. Il y a évidemment des écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. On est un couple à terre, mais c'est vrai que quand on va là partir en mer, ce sont des courses qui sont quand même extrêmement dures. Donc il ne faut pas faire de sensibilité trop poussée. Faut vraiment se dire qu'on est un équipage, donc c'est le deal qu'on a fait. Et puis ensuite, le côté sympa, c'est que comme on se connaît très bien, on va être plus libre de s'exprimer sur notre façon de voir les choses, nos façons de voir la course, les options, la stratégie, la météo. On n'a pas ce frein qu'on peut avoir quand on part avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou peu. C'est un avantage, c'est une certitude, sinon je le ferai pas. La question sur ce thème, très rapidement, partir avec sa femme est-il un avantage ou un inconvénient? Vu le temps qu'il nous reste dans cette émission, on va faire juste un tour de table. Mustapha.
Bah oui, parce que c'est juste que ça dépend de la relation qu'ils ont entre eux, point. Ils sont bien ensemble, ça se passe bien, ils sont pas trop bien. S'il y a des choses qui émergent, c'est le cas de le dire, puisqu'ils partent qui émergeraient au gré des flots comme ça, je sais pas, mais a priori, oui, bien sûr. Sur la paix des ménages, oui, ça c'est effectivement très important, mais je crois qu'elle est voileuse. Voilà, exactement. Voilà, elle a déjà fait la Transat Jacques Vabre avec son père Bob Escoffier en 2003. Elle a fini 3e de l'édition en 2005. Elle s'est classée 2e de la Route du Rhum en 2006 et elle a disputé la compétition en 2010. C'est hyper sexiste de toute façon comme question. Voilà, qui fait la bouffe sur le bateau? Frédéric Anderson. Non, je pense que ça revient toujours à la question, par exemple, que dans les sports collectifs, il y a des gens avec qui on ne s'entend pas du tout en dehors du terrain et sur le terrain, ça marche instinctivement. Et il y a des gens avec qui, sur le terrain, ça marche pas. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'il y a deux mondes séparés. C'est pas parce qu'on s'entend bien en dehors du terrain qu'on s'entendra bien sur le terrain. Et c'est pas parce qu'on s'entend bien sur le terrain que nécessairement en dehors on s'entendra bien aussi. Donc je pense que c'est plus une question d'alchimie entre les deux personnalités. Et c'était un petit peu aussi son cerveau sur le dernier Vendée Globe. C'est elle qui se réveillait en pleine nuit pour lui écrire des mails sur la compétition. Voilà, c'est elle un petit peu qui le conseille. Qui le conseille. Non, mais voilà, oui, ils vont pouvoir mélanger leur expérience. Maintenant, moi, ce que je trouve génial, c'est de pouvoir justement partager ce type d'expérience avec la personne que l'on aime. Ils voulaient le faire depuis 2011. Et ben voilà, là, ils vont pouvoir enfin concrétiser ce rêve et donc ils vont certainement vivre une très très belle expérience. Voilà. Donc c'est superbe de pouvoir partager cette expérience ensemble et donc de vivre cet échange. Comme ça faisait 6 ans qu'ils voulaient le faire, tant mieux pour eux. Il fallait qu'ils le fassent. Et je pense que l'histoire sera encore plus belle s'ils arrivent à être sur le podium. C'est l'objectif en tout cas. Ouais. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le jeudi 16 novembre pour une émission spéciale à Ryder Cup, la Coupe du Monde du golf qui sera organisée en septembre 2018 au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. On va terminer par une citation du champion du monde de boxe anglaise, Julien Lorcy. La vie, c'est comme la boxe, en 4 mots, avance, encaisse, esquive et progresse. Je vous laisse, à bientôt sur TV 78.